Ici Satu. Lorsqu'une information est transmise d'une personne à une autre, son contenu est altéré. Que ce soit volontairement ou inconsciemment, chacun la filtre et la modifie inévitablement. L'endroit où nous étions plongés était plongé dans le noir complet. Il n'y avait ni lumière ni son, comme si nous étions véritablement dans une ombre. Bien sûr, il n'y avait pas d'air non plus. Naturellement, c'était un peu douloureux. Lentement mais sûrement, mes PV et mon endurance diminuaient. Cependant, ils se rétablissaient périodiquement grâce à ma compétence auto-guérison. Il était même possible que je ne puisse plus mourir étouffé avec ce corps. Mais même avec de l'air, j'étais sûr que peu de gens parviendraient à rester sains d'esprit en restant coincés dans un tel endroit pendant une longue période. Légèrement étourdi par le manque d'oxygène, je n'arrivais pas à me concentrer. Exact, Mia. Je ne pouvais même pas voir mon propre corps, alors bien sûr, je ne pouvais pas voir Mia. J'ai essayé de tâter les alentours avec mes mains, mais je ne pouvais même pas distinguer le haut du bas, ce qui n'arrangeait rien. J'ai sorti l'outil magique appelé « bâtonnet d'Amadou » du stockage et j'ai appuyé sur le bouton pour l'allumer. Je pensais pouvoir au moins voir mon propre corps avec, mais cela n'a absolument rien donné. Je ne voyais personne d'autre que moi sur le radar. J'ai essayé d'activer l'ancienne compétence, rechercher sur toute la carte. Malheureusement, l'affichage radar n'a pas changé. Peut-être suis-je vraiment le seul ici. J'ai ouvert la carte. La fenêtre affichait « Aucune carte disponible pour cette zone ». Sérieusement, c'est un jeu ? Ai-je crié à plein poumon. Puis, comme en réponse à mon cri, l'espace sombre s'est brisé sans un bruit, se brisant en fragments comme du verre et disparaissant. J'étais maintenant dans une grande salle qui ressemblait à un lieu où l'on aurait une audience avec un roi. C'était une immense pièce oblongue, de la taille de 2 gymnases d'école alignés côte à côte. Le sol était en pierre et les murs étaient tapissés d'épais piliers. À chaque pilier était fixé un chandelier qui emplissait la pièce d'une lumière magique semblable à celle d'une LED. Un trône était posé sur une plateforme surélevée, à côté d'un globe rougeoyant d'environ 2 mètres de diamètre, flottant à hauteur des genoux. On aurait dit une version bien plus grande d'un noyau de monstre. La voilà, Mia était inconsciente sur le trône. À côté, une belle femme blonde que je n'avais jamais vue s'occupait de Mia. Son visage ressemblait beaucoup à celui de Mia, comme si elle était une version plus âgée de la jeune fille. Mais leur morphologie était bien différente, car elle avait une poitrine démesurée. Elle devait être un dé. Non, peut-être même un bonnet E. Mais peu importe pour l'instant. Zen se tenait non loin, caressant un appareil semblable à un pupitre à musique près du trône. Avant que je puisse courir, il remarqua mon arrivée. C'est absurde. Il parut surpris, mais continua de manipuler le pupitre. Oui, franchement, c'est absurde. Comment as-tu pu t'échapper de ma prison d'ombre impeccable ? Ça aurait dû être impossible pour un petit monstre comme toi. Êtes-vous surpris, impressionné ou vous moquez-vous simplement de moi ? Choisissez-en un et soyez clair. Je me sentais un peu instable, peut-être à cause de l'espace d'ombre dans lequel j'étais piégé. C'est parce que j'ai un talisman de lumière. La magie des ombres ne fonctionnera pas sur moi. Oups, j'avais juste l'intention de lui mentir, mais je me suis un peu emporté. Ma compétence, fabrication, était-elle trop débridée ? Un procès doit être équitable. Je ne peux accepter aucune tricherie. Seuls ceux qui ont capturé le berceau peuvent entrer dans cette pièce. C'est une règle cruciale. Lorsqu'il eut fini de parler, Zen acquiesça d'un hochement de tête. Tu joues au maître du jeu ? Si tu veux jouer à un jeu de vie ou de mort, reste en réalité virtuelle, s'il te plaît. Un jeu, dis-tu ? C'est vrai, on ne peut pas mourir ici, au berceau, mais ce n'est pas un jeu d'enfant. On ne pouvait pas mourir ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? Et pour réussir la capture, le héros qui a réussi à atteindre cette pièce doit me vaincre, moi, le roi mort-vivant. De quoi parlait ce type ? Voulait-il que quelqu'un s'empare du berceau et le tue ? Ces objections commençaient à m'agacer un peu. Avait-il causé des ennuis à Mia et à mes enfants et blessé le gérant du magasin à cause de ces absurdités ? Si tu veux mourir, fais-le toi-même. N'y entraîne personne. BWAA. Tant que j'ai la bénédiction des dieux, je ne peux pas mourir. Pour une raison inconnue, je percevais une pointe d'ironie dans les paroles de Zen. Sa façon de prononcer le mot « bénédiction » donnait plutôt l'impression qu'il s'agissait d'une malédiction. C'était un peu désagréable, mais son long bavardage laissa mes jambes le temps de récupérer. J'ai franchi les 40 mètres en un instant et atterri juste à côté de Mia. La sauver était ma priorité absolue. Juste avant que mes doigts n'atteignent les vêtements de Mia, les mains de Zen ont cessé de bouger sur le panneau de commande du support. Bon, je crains de devoir vous demander de quitter la scène principale. La sensation du sol sous mes pieds tandis que je courais vers l'avant était soudain différente. Plus importante encore, le paysage devant mes yeux avait complètement changé. Je réussis tant bien que mal à m'arrêter juste au bord de la falaise qui était apparue. Mes pieds s'enfoncèrent si fort dans le sol que le bord commença à s'effondrer sous moi, mais je me réfugiai sur la terre ferme d'un léger pas en arrière.
Que s'est-il passé? Où suis-je? Murmurai-je à personne en particulier. D'après ce que je comprenais, j'avais été téléporté par une sorte de magie. Cela semblait différent de la capacité de Zen à voyager d'ombre en ombre, mais où donc étais-je donc tombé? Je contemplais le paysage qui s'étendait devant mes yeux. La zone ressemblait à une sorte de col de montagne. La falaise sur laquelle je me tenais surplombait un bassin qui semblait pouvoir contenir Serious City à plusieurs reprises, entouré de montagnes de tous côtés. Le fond du bassin était enveloppé de brume, mais je distinguais vaguement les branches desséchées et dénudées de quelques grands arbres. Les montagnes environnantes étaient également dénudées de verdure, et aucun animal n'était en vue. Je fermai les yeux et pris une grande inspiration. Puis je les rouvris et regardai à nouveau autour de moi. Il est toujours là. Cette fois, je gardai les yeux fermés un moment et comptai les nombres premiers, essayant de calmer mon esprit. Puis, prenant mon courage à 2 mains, je rouvris les yeux, mais ils n'avaient toujours pas disparu. Ce n'était donc pas vraiment une illusion. Je fixais l'énorme arbre qui se dressait au centre du bassin. Si c'était un grand arbre normal, ce serait parfait. Mais, à mon immense incrédulité, cet arbre était aussi grand que les montagnes qui l'entouraient. Est-ce ce qu'on appelle un arbre du monde? J'ignorais comment il ne s'effondrerait pas sur lui-même à cette taille, mais je devais confier ce problème aux futures générations de chercheurs et me concentrer sur ce qui m'importait pour le moment. L'écran de réalité augmentée à côté de l'arbre monde affichait « Berceau de Trasayuya ». L'arbre géant était orné de filaments qui ressemblaient à des fils d'araignées. Difficile de les distinguer clairement entre les branches, mais à en juger par leur taille, je devinais qu'il s'agissait de passages. Si je voulais sauver Mia, ma destination devait être quelque part dans cet arbre. En ouvrant ma carte, j'ai vu que cette région s'appelait l'émirat du Ragri. Heureusement, il semblait s'agir du territoire voisin du comté de Serious, ce qui m'évitait de me retrouver coincé au milieu de nulle part après avoir secouru Mia. J'ai utilisé « Rechercher sur toute la carte » pour explorer l'émirat et choisir à l'avance un itinéraire de retour. Le village habité le plus proche, un village d'hommes Ragri, se trouvait loin de l'autre côté des montagnes. Même si je devais utiliser pluie de météores, il n'y aurait pas de victimes innocentes. Un escalier menant au berceau s'étendait devant mes yeux. J'avais longé un peu le bord de la falaise depuis mon point de départ. Cependant, cet escalier n'était en réalité qu'une série de panneaux de verre flottant dans les airs. C'était probablement de la magie, aucun support visible. Ils mesuraient environ 3 mètres de large chacun, mais sans rampe, on aurait dit qu'une rafale de vent pouvait vous projeter tête la première dans le bassin en contrebas. En temps normal, j'aurais été très réticent à les utiliser, mais ma compétence « résistance à la peur » m'a permis de garder un calme absolu. C'est assez dangereux. Une fois cet incident réglé, je devais désactiver à nouveau « résistance à la peur ». Après avoir gravi la majeure partie de l'escalier, j'ai entendu un bourdonnement. En regardant vers la source, j'ai vu des monstres abeilles se diriger vers moi. Ils étaient encore loin, donc ils n'étaient pas encore apparus sur mon radar. En ouvrant ma carte, j'ai constaté que le nom de la zone avait changé, passant de l'émirat du Ragri au berceau de Trasayuya. J'ai immédiatement utilisé « Rechercher sur toute la carte » pour tout savoir sur le berceau. Des informations supplémentaires sur les monstres abeilles en approche sont apparues en réalité augmentée. On les appelait « abeilles à aiguilles cramoisies » et c'étaient des petites bêtes avec des niveaux à un chiffre. Elles semblaient venimeuses, cependant, alors j'ai sorti un pistolet magique pour m'en débarrasser avant qu'elles ne s'approchent davantage. Le pistolet magique que j'utilisais habituellement était encore à l'épicerie, celui-ci était donc de secours. J'ai commencé à parcourir les informations sur l'arbre monde. Si Zen savait que je faisais ça, je parie qu'il dirait que je triche. J'avais l'impression de pouvoir grimper directement au tronc de l'arbre, mais s'il utilisait les fonctions spéciales du berceau pour me téléporter à nouveau, ce serait inutile. Je suppose que je vais devoir jouer selon ses règles. Si mon objectif était simplement de vaincre Zen et le berceau, je pourrais m'en sortir rapidement avec pluie de météores, mais ce n'était pas envisageable si je voulais ramener Mia saine et sauve. Qu'est-ce que c'est? Il y avait une imposante porte à l'entrée, ce qui n'était pas une surprise. Mais je ne pus dissimuler ma perplexité devant le panneau accroché juste à côté. Le nom du centre et les règles pour le conquérir étaient écrits en elfique. En dessous, les instructions étaient répétées en Shigan et dans 4 ou 5 autres langues. On pouvait y lire « Ce centre d'entraînement est destiné aux elfes. Les dispositifs de protection ne fonctionnent pas pour les autres races, alors soyez prudents. Aucune règle n'interdit l'utilisation du centre d'entraînement, mais vous le faites à vos risques et périls. Le centre d'entraînement décline toute responsabilité en cas de blessure ou de destruction de biens à l'intérieur. Il s'agissait donc d'une sorte de donjon forestier destiné à l'entraînement des elfes. D'après l'avertissement, il y avait des protections à l'intérieur, mais elles ne me seraient d'aucune utilité si je devais détruire le berceau. Et je doutais que cette soi-disant protection protège Mia en cas de panne du centre.
Zen avait dit que personne ne pouvait mourir à l'intérieur du complexe, mais je n'avais aucun moyen de vérifier si cela signifiait qu'il avait étendu les effets des protections à d'autres races que les elfes. D'après la carte, le centre d'entraînement était en réalité les toiles d'araignée artificielles que j'avais déjà vues, plutôt qu'un donjon à l'intérieur de l'arbre. L'épaisse enveloppe du tronc avait été érodée par endroits, mais la majeure partie du complexe semblait intacte. Une fois les portes franchies, un monstre m'attendait. Son nom était « Monstre errant », ce qui semblait être une rencontre fortuite plutôt qu'une embuscade planifiée. Il mesurait environ 1 mètre de haut et avait la forme d'un prétat, un fantôme affamé. Je pensais que c'était un gobelin, l'incarnation même du petit monstre, mais l'écran de réalité augmentée indiquait qu'il s'agissait d'un gobelin des mauvaises herbes. En gros, c'était un amas de mauvaises herbes imitant un monstre. Je parvins à le vaincre d'un seul coup de pied, projetant les mauvaises herbes dans tous les sens avec un léger « pouf ». Je suppose que c'était logique, puisqu'il ne s'agissait que du niveau 1 environ. Un noyau blanchâtre est tombé au sol, mais je suis parti sans le ramasser. Le berceau comptait 200 étages, divisés en groupes de 10 étages reliés par 20 escaliers en colimaçon. Le premier escalier était juste devant mes yeux, chacune des 8 portes qui le longeaient servant d'accès à différents niveaux. L'inscription « Premier grand escalier » était inscrite sur un monument devant l'escalier. Quelques branches s'étendaient des murs du grand hall de style atrium autour de l'escalier, d'où jaillissaient des sources lumineuses semblables à des lanternes et divers fruits. Cependant, il semblait anormal qu'une seule branche porte des oranges, des poires et des melons. On aurait dit un film de science-fiction, où des scientifiques utilisaient le génie génétique pour modifier l'ADN. Des monstres étaient stationnés dans chacune des pièces rattachées au grand escalier, et plus l'étage était élevé, plus le niveau des monstres était élevé. Cela donnait du poids au panneau à l'entrée qui affirmait que l'endroit était un « centre d'entraînement ». Si j'avais visité la zone dans d'autres circonstances, cela aurait peut-être été un bon moyen pour mes enfants de s'entraîner. En haut du grand escalier, la porte du 10e étage était ornée de 9 trous. D'après la tablette de pierre noire près de la porte, on pouvait l'ouvrir grâce à des joyaux appelés « orbes-clés », obtenus uniquement en vainquant les boss de chaque étage. Bien que Zen l'ait nié, je ne voyais là qu'un jeu de rôle. Si l'on essayait d'ouvrir la porte sans les joyaux, un gardien apparaissait apparemment et nous mettait au défi. Vaincre ce gardien déverrouillait également l'entrée, alors j'ai décidé de le combattre immédiatement. Lorsque j'ai utilisé le heurtoir de la porte, un cercle magique est apparu sur le palier devant, et un chevalier en armure complète est apparu. L'écran de réalité augmentée m'a indiqué qu'il s'agissait d'un monstre appelé armure vivante. Au niveau 10, il était certainement plus puissant que les autres monstres que j'avais vus dans cette zone, mais de mon point de vue, il n'y avait pratiquement aucune différence entre eux. J'ai esquivé la hachette qui s'abattait sur moi et j'ai nonchalamment asséné un coup de pied frontal au centre de l'armure vivante. Ça aurait probablement fait mal de la frapper avec mes orteils, alors je me suis tordu la taille pour lui planter le talon. Burk, j'avais dépassé les bornes. J'avais bien l'intention de la vaincre d'un seul coup, mais l'armure était plus fragile que prévu, alors mon pied l'a transpercé directement dans le dos. J'ai failli tomber, mais j'ai réussi à me reprendre en déplaçant le corps de l'armure vivante dans le stockage avant de perdre l'équilibre. Ouf, j'ai un peu précipité le coup. Ai-je murmuré à voix haute à la pièce vide pour faire semblant d'être gêné, puis j'ai franchi la porte qui s'était ouverte comme pour m'inviter à entrer. De l'autre côté se trouvait un second grand escalier menant au 20e étage, de l'autre côté de l'arbre-monde. Son agencement semblait tout droit sorti d'un jeu vidéo. Un jeu? Juste avant de me mettre à courir, je m'arrêtai brusquement. Peut-être était-ce mon imagination, mais la structure de ce donjon semblait bien plus proche d'un jeu vidéo que celle qui se trouvait sous Serious City. On aurait dit qu'elle avait été créée par quelqu'un de très familier avec les jeux de rôle sur console. Dans ce cas, j'ouvris la carte, cherchant uniquement des monstres à cet étage. La voilà, une créature d'un niveau inimaginable pour un 10e étage. Je poussai une porte dérobée dans le mur et m'engageai dans un couloir de lierre qui longeait le chemin, tel un amas de plomberie. Au bout du couloir, les lianes se rassemblèrent, formant un cocon d'une 20aine de mètres de circonférence. Ce que je cherchais se trouvait au centre de cet amas. Si je pouvais vaincre cette chose au combat, je devrais pouvoir créer un raccourci vers les niveaux supérieurs. Si quelqu'un qui aimait les dungeon crawlers classiques avait conçu cet endroit, alors il devait forcément y avoir un truc comme ça. Ces jeux avaient toujours ce genre de configuration. En postant un gardien aussi puissant ici, le concepteur pouvait s'assurer que les joueurs de bas niveau ne pourraient pas utiliser le raccourci, mais qu'à un niveau élevé, ils pourraient vaincre le gardien et accéder plus facilement au niveau plus profond du donjon. Ne te cache pas, sors. En guise de réponse, une bosse dans le lierre s'ouvrit et une douce lumière verte en jaillit. J'attendis que le puissant gardien fasse son apparition. Oh, allez, ne m'embête pas. Je n'ai pas beaucoup de magie pour le moment, tu sais. On pourra se battre une autre fois.
Je suis désolée, mais je ne peux pas faire ça. Burke, je vais en parler à Traya. Je ne vais pas te ménager. Ce qui émergea du cocon fut une petite fille à la peau verte qui semblait avoir 5 ou 6 ans. Ses cheveux verts émeraude, plus de 2 fois longs comme son corps, traînaient au sol derrière elle. C'était le chef? D'après l'affichage de Lara, c'était une dryade de niveau 21. Son âge réel était tellement long que je n'ai pas pris la peine de le lire. Elle était nettement plus âgée que Mia. Elle semblait assez léthargique, mais pour une raison inconnue, ses yeux brillèrent en me voyant et elle bondit vers moi. Je ne sentis aucune intention de lui faire du mal, alors je la rattrapai. « Es-tu humaine? Tu devrais être à moi. Reviens ?» Ces paroles étaient si inattendues que je lui ai répondu, je l'avoue, d'une manière stupide. Mais pourquoi avait-elle demandé si j'étais humaine? Pouvait-elle deviner que j'étais de niveau 310? Je suis désolée, mais si tu me demandes en mariage, je vais devoir te demander d'attendre encore 14 ou 15 ans. Pourquoi étais-je si populaire uniquement auprès des jeunes femmes et des enfants? J'aurais aimé qu'une adulte sexy tombe amoureuse de moi de temps en temps. J'ai faim. Donne-moi à manger, je n'ai que de la viande séchée. Ça te va? J'avais laissé le reste de ma nourriture à Lisa et aux autres. De retour à Serious City, il me faudrait refaire mes réserves de nourriture et de friandises. Je n'ai pas besoin de ta stupide nourriture humaine. Donne-moi de la magie. D'après l'affichage de Lara, la dryade avait des pouvoirs comme charme personne, drain d'esprit et drain de magie. Je ne voulais pas que mes PM soient réduits définitivement, alors je lui ai demandé des détails, mais sa réponse n'était pas très rassurante. Ça ne fera mal qu'une seconde, puis ça redeviendra agréable. En insistant davantage, cependant, il s'est avéré que ce n'était pas différent d'utiliser la magie normalement, et les PM se régénéraient avec le temps, comme d'habitude. Dans ce cas, j'avais un excès de magie ridicule, donc je suppose que c'était normal. Allez, s'il vous plaît? D'accord. Comment ça marche? Comme ça. La petite fille posa ses mains sur mes joues. Je pensais qu'elle allait faire durer le silence, mais avant que je puisse réagir, elle approcha mon visage du sien et m'embrassa. Pour couronner le tout, elle enfonça même sa langue dans ma bouche. J'avais oublié qu'elle avait l'air d'une petite fille, mais qu'elle était en réalité extrêmement vieille. Après une dizaine de minutes à faire ce qu'elle voulait, je fus enfin libérée. Ouf, je suis repue. Son visage rougit de satisfaction, la petite bomba son torse plat. Je vais oublier tout ça. Ouais, je vais y penser comme si j'avais été mordue par un chien, ou quelque chose comme ça. Pour te remercier, je t'ouvre le couloir. Tu veux l'utiliser, n'est-ce pas? Oui, je t'en prie. Dieu merci. Si j'avais découvert que je m'étais trompée sur le raccourci après tout ça, ça aurait été tout simplement dévastateur. Elle n'avait pris qu'environ 300 PM, donc je m'en remettrais en quelques minutes, mais le traumatisme émotionnel était bien plus grave. Je suis entrée dans le couloir que la dryade avait ouvert. Plus grand que Titraki, victime de la dryade. Il y avait un titre que j'aurais préféré ne pas avoir obtenu. J'aurais aimé pouvoir le refuser en signe de protestation. La pièce suivante ressemblait à un laboratoire. La porte indiquait « Espace TRAZAYQYK ». Vu son état, il n'avait pas été utilisé depuis longtemps. Une odeur de moisi flottait dans l'air. Au lieu de pierre, le sol et les murs étaient faits d'un matériau ressemblant à de la résine. Je me suis demandé s'il ne s'agissait pas de sève, mais cela ressemblait plutôt à du linoléum. L'espace était entièrement équipé, une salle à manger, une chambre et une salle de bain. À en juger par la poussière qui recouvrait le sol, Zen n'avait probablement jamais mis les pieds dans cet endroit. La bibliothèque du laboratoire regorgeait de livres et de notes écrites. J'ignorais combien de décennies s'étaient écoulées depuis sa dernière utilisation, mais les livres étaient considérablement détériorés. Hormis quelques livres magiques, la plupart semblaient prêts à s'effondrer au moindre contact. N'ayant pas d'autre choix, je les ai mis en stockage pour pouvoir les lire directement depuis le menu. De plus, si j'utilisais le menu pour les lire, je pourrais consulter leur contenu. Je savais que ce n'était pas le moment de lire, mais je les ai parcourus rapidement, espérant trouver des informations sur la façon d'interférer avec la fonction de téléportation forcée. Comme je m'y attendais d'après le nom de la zone, le créateur du berceau s'appelait Trazayuya. Ce Trazayuya semblait être un elfe comme Mia. J'ai donc supposé que la dryade faisait référence à lui en mentionnant « Traya ». Tous les livres étaient écrits en elfique. Si je n'avais pas acquis la compétence « langue elfique » lors de ma conversation avec Mia, je n'aurais probablement pas pu les lire. L'encre avait pâli par endroits, mais j'ai pu m'en faire une idée générale en les parcourant. Trazayuya avait conçu ce « berceau » d'après un donjon, dans le but de créer un lieu où les elfes pourraient s'entraîner en toute sécurité. Les notes décrivaient ses difficultés et une considération envers sa race qui frisait la surprotection. Nous, les elfes, avons une très faible emprise sur la vie. Comparés aux autres races, nous nous en sortons terriblement mal dans les situations désespérées. De ce fait, beaucoup de nos jeunes sont morts dans des labyrinthes.
Ce berceau doit posséder des caractéristiques permettant aux elfes de s'échapper en toute sécurité lorsque leur vie est en danger. J'ai lu que l'installation possédait un noyau du berceau au lieu d'un noyau du labyrinthe. Ainsi, même s'il ne pouvait pas se développer seul comme un labyrinthe, il absorberait la magie du terrain environnant pour purifier le noyau. Puis j'ai trouvé une phrase qui m'a inquiété. J'ai donc achevé une installation capable d'implanter un noyau dans une créature existante, permettant ainsi la création de monstres artificiels. Les monstres étaient-ils à l'origine des êtres vivants ordinaires? En y repensant, tous les monstres que j'avais combattus jusqu'alors étaient des versions géantes ou mal formées d'animaux normaux. Non, vu que j'ai vu des squelettes et des morts-vivants en mouvement, je suppose que je ne peux pas généraliser. J'ai essayé de me remettre sur les rails. Je pourrais envisager ce genre de choses plus tard. Trazayuya avait créé 3 prototypes d'installation, une pour l'élevage de monstres, une pour la production de golems de travail, et une pour la production de marionnettes servantes à ses petits soins. Cependant, la dernière installation avait été créée avec la coopération des hommes Ragri voisins et avait été abandonnée juste avant son achèvement. D'après les documents, les monstres se nourrissaient de la sève et des fruits produits par l'arbre géant qui constituait le corps du berceau. Nul besoin de chasser, les monstres du berceau ne s'aventuraient donc apparemment jamais à l'extérieur. Cependant, une fois le berceau terminé, aucun autre elfe ne vint le visiter. À la fin de ses mémoires, il écrivit « Après 100 ans, personne n'a encore daigné oublier mes échecs. Ma longue vie touche bientôt à sa fin. Je scellerai le berceau jusqu'à ce que mes frères en aient besoin. Je crois qu'un jour, les elfes retrouveront leur position de dirigeants du monde. » Trazayuya Bolénan, comme son nom de famille était Bolénan, il devait appartenir au même clan que Mia et le gérant du magasin. C'était probablement pour ça que Zen avait besoin de Mia. Pourtant, j'étais surpris que Zen ait réussi à lever le seau sans lire ses notes. J'en avais tiré beaucoup d'informations, mais je n'avais trouvé aucun moyen de désactiver la téléportation forcée. J'étais un peu inquiet des mots « explosion ad more exciting » griffonnés dans les marges, mais je doutais que quiconque soit assez stupide pour ajouter un mécanisme d'autodestruction à ce qui était censé être un centre d'entraînement sûr. Il me semblait impossible d'atteindre les étages supérieurs depuis cette zone, alors j'ai décidé de retourner voir la Dryade pour l'instant. Oh, bon retour. Oui, merci. Étendue sur un lit de lierre, la Dryade roula jusqu'au bord du lit et y étendit ses bras langoureusement. C'était rapide. Tu veux qu'on se fasse encore des bisous? Non, je passe mon tour. Je veux juste accéder aux étages supérieurs. Il y aurait un portail ou quelque chose comme ça, par hasard? L'air ennuyé, la Dryade se retourna sur le dos et hocha la tête nonchalamment, désignant un coin de la pièce. Juste là, l'endroit en question était un petit parterre de fleurs au centre d'un cercle de champignons. Reste au milieu de ce cercle de fées. Je suivis les instructions apathiques de la Dryade et pénétrai dans le cercle. À quel étage veux-tu aller? Si possible, j'aimerais aller là où se trouve le maître du berceau. Oh non, non, je ne peux pas. Un peu irrité par la façon dont la Dryade à l'envers secouait la tête, je lui demandai de m'envoyer au plus haut étage possible. Ce serait le 100e étage, dans la zone du chevalier gardien. Le gardien est puissant, alors soyez prudent. Bien sûr, pas de problème. Elle haussa les épaules et murmura « Bon, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu », comme une vieille dame, mais elle accepta quand même. Bon, c'est parti. Activez Kidou. Cible, étage 100, zone du chevalier gardien. Une fois le sort de la Dryade terminé, l'anneau de fée produisit des spores vertes brillantes qui se répandirent comme un tourbillon, créant un cylindre de lumière. Lorsque la lumière s'éteignit, j'étais arrivé au 100e étage. Être soudainement projeté dans la salle du boss me parut un peu cruel, cependant. Devant mes yeux se trouvait un golem de fer assis, immobile. À côté de lui, 3 belles femmes, assises à une table ronde, jouaient à un jeu consistant à empiler des blocs de bois pour former une pyramide. Surprise par mon arrivée, la beauté plantureuse qui s'apprêtait à poser un bloc de bois renversa accidentellement toute la pile, puis resta bouche bée. Son expression était si bouleversée que je faillis m'excuser machinalement. Au lieu de cela, je me suis simplement éclairci la gorge. Un instant, je déclare. Une des femmes prit la parole d'une manière inhabituelle, tendant la main ouverte pour m'arrêter, ce qui me fit acquiescer. Elle avait les cheveux longs et lisses et l'air posé d'une élève brillante, mais son étrange façon de parler gâchait tout. La beauté n'est qu'à la surface, comme on dit. J'aurais voulu les ignorer et continuer d'avancer, mais le seul escalier redescendait. On ne pouvait probablement atteindre le sommet qu'en battant le sol par des moyens légitimes. Ça ne m'avait pas vraiment dérangé quand je jouais aux jeux vidéo, mais être obligé de suivre ces règles dans la réalité me donnait envie de percer un trou dans le plafond et de créer ma propre échappatoire. Mais il serait inutile de les mettre en colère, d'être à nouveau téléportés et de devoir tout recommencer. J'attendis donc à contre-cœur qu'elles terminent leurs préparatifs.
Chacune des 3 femmes équipa une ceinture qui retenait une épée semblable à une rapière par-dessus sa robe courte et simple. Les poignets des épées étaient sculptés d'un élégant relief en forme de rose. Elles enfilèrent des gantelets et des jambières, mais, pour une raison inconnue, ni plastron ni casque. Pourquoi ne protégeaient-elles pas leur tête et leur cœur? Tandis que je réfléchissais à cette question, 2 des femmes qui avaient terminé leur équipement transportèrent la table dans un coin de la salle, tandis que la 3e démarrait le golem. D'après leurs affichages de rats, les femmes étaient des homoncules de niveau 7. Apparemment, elles possédaient des compétences et aptitudes de type fondation, et toutes les 3 possédaient la compétence manipulation magique. Elles partageaient le titre de marionnette de Zen. Étrangement, bien que toutes les 3 aient la même rapière équipée, une seule possédait la compétence épée à une main, les 2 autres portaient armes d'ast et lance. Elles ressemblaient toutes à la femme qui s'occupait de Mia dans la pièce principale. Si je me souviens bien, un homoncule était une forme de vie artificielle créée par alchimie ou par une forme de sorcellerie. Puisqu'il s'agissait en fait de clones, il devait y en avoir beaucoup avec la même apparence. À en juger par les traits du visage, pouvait-il être inspiré de Mia? Botté de toutes ses forces, le golem de fer se leva. Il était immense, plus de 3 mètres de haut. Ses moulures étaient parsemées de rivets aléatoires, lui donnant une esthétique d'avant-guerre. Leurs arrangements semblant terminés, la chef des femmes dégaina sa rapière et la brandit dans ma direction. S'éclaircissant la gorge avec un petit bruit mignon, la femme prit la parole. « Je suis impressionnée que vous soyez arrivée jusqu'ici, sœur Labyrinthe explorée. » Sa voix était beaucoup trop monotone. J'aurais aimé entendre davantage sa voix agréable malgré les circonstances, mais son ton monocorde me gâcha l'expérience. Je ne suis qu'une marchande. Un marchand? Les femmes furent interloquées et échangèrent des regards incertains. Après un échange de regards silencieux, elles semblèrent parvenir à une conclusion, puis se tournèrent vers moi et poursuivirent. Explorateur du labyrinthe, nous sommes impressionnés, je l'avoue. Alors, elles vont s'en tenir à l'explorateur du labyrinthe, hein? Elle avait aussi commencé à utiliser cette étrange formulation, mais c'était mieux que le ton monocorde d'avant. Vous avez gagné le droit de combattre le gardien, je le déclare. Si vous parvenez à vaincre le gardien, vous pourrez continuer, je le reconnais. Le vainqueur recevra une récompense de notre maître, je vous le promets. C'était peut-être mieux que le ton monocorde, mais j'avais aussi l'impression d'assister à une pièce de théâtre. Ignorant mon indifférence, la femme poursuivit son monologue écrit. Maintenant, tu dois te battre. Golem de fer, ne te retiens pas. La belle femme termina son long monologue et me lança un regard satisfait. La suffisance dans son expression m'a quelque peu agacé. Le golem était certes impressionnant lorsqu'il fonçait vers moi avec un bruit sourd et métallique, mais sa vitesse incroyablement lente le rendait beaucoup moins intimidant. Numéro 6, numéro 7, utilisez renforcement corporel, et placez-vous à gauche et à droite. Nous utilisons la formation Z, j'ai d'abord ignoré les mots, pensant qu'il s'agissait d'une langue ancienne, mais j'ai ensuite réalisé que de l'anglais se mêlait à la conversation des beautés. Trasayuya avait abandonné le développement de l'usine de fabrication d'homoncules, elles avaient donc dû l'apprendre de Zen, une réincarnation comme Arisa. Les femmes se dispersèrent sur 3 côtés de la pièce, et une lumière illumina leur front. En regardant attentivement, je vis qu'un petit cercle magique de la taille d'une pièce de 500 yens était apparu sur chacune d'elles, et la seconde suivante, leur statut passa à « renforcement corporel ». Était-ce de la magie de fondation? Cependant, l'effet était léger, car elle n'était plus que 30 à 40% plus forte qu'une personne ordinaire. Je les regardais se mettre en position. Elles ne portent pas de soutien-gorge? C'est ridicule. Mon regard était irrésistiblement attiré par leur saut remarquablement vif. Mais j'ai été rapidement puni pour avoir oublié Mia et m'être laissé aller à de telles pensées stupides. Pendant que j'étais distrait, le golem avait terminé son approche et levé le poing en l'air. J'aurais probablement pu esquiver facilement en m'accroupissant sous son entrejambe, mais je n'en avais pas vraiment envie. Au lieu de cela, j'ai levé mon pistolet magique, la puissance au maximum, et j'ai tiré sur l'un des symboles inscrits sur son front. Les lettres EMETH étaient écrites sur son front en alphabet romain, alors j'ai détruit le E, le transformant en MET. Techniquement, il aurait dû être écrit avec 3 lettres hébraïques, mais il semblait pourtant bien réel, car il s'immobilisait, comme dans le folklore traditionnel. Eh oui, le folklore du monde d'où nous venons. Impossible, je m'exclame. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait cacher son point faible, je te le rappelle. Pour l'instant, nous devons décider de la marche à suivre, j'insiste. Les 3 femmes, debout contre les murs de la pièce, ne s'attendaient visiblement pas à une victoire aussi facile et commençaient à paniquer. C'était logique, je suppose, puisque j'avais anéanti sans sourciller la force principale, leur golem de niveau 30, et qu'elle n'était que niveau 7. Malgré tout, elles avaient de belles voix qui portaient bien. Numéro 5, numéro 6,
Laissez-moi faire et avancer sans moi, je le déclare. Numéro 7. Nous ne vous oublierons pas. Je me retire. Numéro 7. Je crois que vous voulez dire retraite sans moi, et non, avancer sans moi, je plaisante. Bien qu'elles aient toutes le même visage, leur personnalité semblait varier subtilement. J'étais un peu inquiet que numéro 7 ait si volontairement brandi un drapeau de mort, mais je n'avais aucune intention de les tuer de toute façon, alors cela n'avait pas vraiment d'importance. Les belles femmes tournèrent leurs visages identiques vers moi, de nouveaux cercles de lumière magique apparaissant sur leur front. Au-dessus du cercle magique, des flèches magiques transparentes apparurent. Feu, elles tirèrent toutes leurs flèches sur moi, sur l'ordre de numéro 5. Elle était la meneuse, probablement parce qu'elle était la première des trois. Sans attendre de voir si elles avaient atteint leur cible, numéro 5 et 6 tournèrent les talons et commencèrent à fuir. Elles sautèrent sur des cordes suspendues au mur du fond et enfoncèrent leurs pieds dans le nœud en bas. Aussitôt, elles furent tirées à l'étage. Les flèches magiques qui filaient vers moi ne semblaient pas avoir de système de suivi, alors je fis confiance à ma compétence évasion pour me guider et les évita facilement. Pour esquiver la rapière de numéro 7, il me suffisit de me balancer sur le côté. J'attrapais son bras tendu et la déséquilibrais, la frappant à l'abdomen avec la paume de l'autre main. J'ai pris soin de tourner mes doigts vers le bas pour éviter toute inconduite sexuelle. Numéro 7 a perdu connaissance, alors je l'ai prise dans mes bras. Elle était si douce que j'ai failli oublier mon but, mais je n'avais pas le choix, car je ne pouvais pas la laisser tomber comme ça. Oui, je n'avais absolument pas le choix. Mais je ne pouvais pas continuer à la porter, alors j'ai étendu une fourrure par terre dans un coin de la pièce et je l'ai allongée dessus. Pendant que les femmes enfilaient leur tenue de combat, j'ai remarqué qu'elles avaient différentes armes et potions magiques. J'espérais trouver des parchemins magiques, mais il n'y en avait pas. Il y avait 11 potions magiques en tout. 3 étaient intermédiaires et 6 mineures, les 2 autres étaient une potion de paralysie toute puissante et une potion de mana. Toutes les armes étaient gravées de reliefs élégants, et ma compétence, estimation, m'a indiqué qu'elles valaient une somme considérable. Elles étaient toutes en acier ordinaire, mais il en existait tellement de variétés, hallebarde, bouge, lance longue, lance courte, épée à 2 mains, marteau de guerre, etc. que j'ai décidé de m'en procurer quand même. J'avais plein d'armes puissantes, comme des épées sacrées et des lames sacrées, dans mon entrepôt, mais à moins de combattre un adversaire tel un démon majeur de l'enfer, c'était pénible de devoir changer de titre à chaque fois. Je pouvais vaincre la plupart des ennemis par magie ou à main nue, mais je voulais des armes jetables à utiliser au cas où je serais entouré de monstres que je ne voulais pas toucher directement, comme des cafards. Entendant de faibles bruits derrière moi, je me suis retourné et j'ai vu un escalier en colimaçon descendre au centre de la pièce. Apparemment, j'avais rempli les conditions de victoire. Rangeant rapidement les armes et les potions dans mon entrepôt, je me suis dirigé vers l'escalier. Récupérer le noyau du golem gisant au sol demanderait trop de temps et d'efforts, alors je me suis contenté de tout ranger dans le stockage et j'ai commencé à monter l'escalier en colimaçon. La pièce, à l'autre bout du cercle des fées, était faite de lierre, comme celle occupée par la dryade, mais un peu différente. Cette zone abritait également un cocon, mais les pousses qui le formaient s'étaient fanées et desséchées, et il ne restait dans le cocon qu'une enveloppe brune, semblable à celle d'un mannequin. Déposant un tissu sombre sur le corps, je versai de l'eau du sac du puits en guise de cérémonie commémorative. Il pouvait enfin se reposer un peu, du moins c'est ce que je pensais. Oh, hein? De petites mains blanches jaillirent et saisirent les miennes tandis que j'essayais de ranger le sac d'eau, le tirant vers une petite bouche. Le petit visage, qui semblait d'argile, commença à se transformer en buvant l'eau. En quelques minutes, le mannequin prit la forme d'une petite fille. Elle ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la dryade que j'avais vue au rez-de-chaussée. Bon, maintenant, donne-moi de la magie. Ces créatures sont-elles vraiment des dryades, ou des succubes? La dryade me prit joyeusement quelques centaines de PM, puis poussa un soupir de contentement, tel un homme d'âge mûr avalant une coupe de saké. Ah bon, tu as aussi donné de la magie à la moi du rez-de-chaussée. La moi du rez-de-chaussée, demandai-je à la dryade numéro 2, perplexe. On est tous moi, vous, les humains, vous êtes bizarres, à vous diviser en individus comme ça. Les arbres, les esprits et tout ça sont tous connectés, vous savez. Je ne peux juste pas les contacter sans magie. Était-ce un sous-ensemble de la théorie de Gaïa? Peut-être qu'il s'agissait d'une sorte d'organisme colonial qui utilisait la magie pour créer un réseau, ou quelque chose comme ça. Je n'y prêtais pas suffisamment attention pour continuer à creuser la question, alors j'ai simplement demandé à la dryade numéro 2 si elle pouvait me téléporter au dernier étage. Ouais, bien sûr, attends une seconde. On dirait que quelque chose interrompt ma connexion. Si j'avais un elfe avec la magie des forêts, je pourrais t'envoyer où tu veux, mais pour l'instant, on dirait que je ne peux t'emmener que jusqu'au 180e étage. Ça ira, merci, laisse-moi faire, déclara-t-elle en bombant le torse avec assurance.
Je pénétrai dans le cercle des fées et fus téléporté au 180e étage. Une infestation? Murmurai-je involontairement. Les arbres et le lierre qui composaient le sol et les murs de la pièce où j'avais été téléporté au 180e étage étaient tous ravagés. Je supposais que cette zone rongée par les insectes était la raison pour laquelle la connexion de la dryade avait été interrompue. Armé d'un pistolet magique dans chaque main, j'éliminais un à un les monstres insectes qui couvraient le couloir en grinçant des dents. Il y en avait tellement que j'avais peur qu'ils m'écrasent à ce rythme-là, probablement impossible vu notre différence de niveau, mais je ne voulais pas être couvert de viscères d'insectes. J'ai sorti une hallebarde du stockage et l'ai tenue dans ma main droite. Je la croyais lourde, mais comme ma force était si élevée, je pouvais facilement la manier d'une seule main. Je n'avais pas la compétence, maniement de la hallebarde, mais lorsque j'ai attaqué un monstre ressemblant à un longicorne qui me chargeait, j'ai au moins gagné la compétence, arme d'ast. J'ai failli danser dans le passage de 3 mètres de large, massacrant des monstres avec ma hallebarde. Ce n'était pas que j'appréciais particulièrement le combat. Mon corps étant si léger, malgré ma force plus que suffisante, manier la hallebarde m'a finalement donné l'impression de transformer mes coups en une danse. J'en ai eu marre à mi-chemin, alors j'ai changé de tactique, j'ai sorti un rocher du stockage et je l'ai fait rouler à travers le couloir pour écraser les monstres insectes, puis j'ai éliminé les survivants avec le pistolet magique. Je n'ai pas récupéré les noyaux pour éviter d'être couvert de viscères d'insectes, mais j'en avais probablement vaincu au moins une centaine avant d'atteindre le grand escalier suivant. Devant l'escalier, d'autres monstres attendaient, suintant et se tortillant sur le sol. Burk, mon dégoût a dû influencer mon mouvement suivant, car je crois avoir lancé le rocher avec une violence excessive. Je pensais qu'après avoir dispersé les monstres, le rocher heurterait un mur et s'arrêterait, mais au lieu de cela, il a percé le mur avec un grincement perceptible, créant un trou énorme. Des insectes ou de la corrosion avaient dû fragiliser les parois extérieures. La différence de pression a provoqué une soudaine rafale de vent, alors j'ai attrapé du lierre poussant sur un mur voisin. Le courant d'air s'est vite calmé, alors je me suis dirigé vers le trou nouvellement creusé, me débarrassant des monstres restants au passage. Quelle vue magnifique! C'était le genre de paysage que j'aurais aimé contempler un moment en d'autres circonstances, mais là, c'était un peu dérangeant. Cette pièce se trouvait à l'opposé de l'entrée par laquelle j'étais entré. Par le trou, je pouvais voir que de nombreuses feuilles de l'arbre géant étaient tombées ou avaient changé de couleur. Je ne pouvais pas voir le sommet à travers les nuages, mais en baissant les yeux, je vis que l'écorce du tronc était en piteux état à cause d'une nouvelle infestation d'insectes. C'était différent de ce que j'avais lu dans les notes de Trasayuya. En théorie, les monstres n'avaient aucune raison de ravager l'arbre ainsi. Les insectes qui s'étaient échappés de la rafale d'air recommencèrent à se diriger vers moi, alors je les dispersai avec le pistolet magique en me dirigeant vers le grand escalier. Le gardien de la porte du 190e étage était un monstre ressemblant à une anémone de mer qui lançait des projectiles de glace avec ses tentacules, mais je l'ai vaincu facilement avec la hallebarde, il ne m'a donc pas laissé beaucoup d'empreintes. Il n'y avait pas de monstres insectes de l'autre côté de cette porte, à la place, des golems de bois artificiels s'efforçaient silencieusement de réparer les trous creusés par les insectes. Ils ne semblaient pas vouloir m'attaquer ou me ralentir, alors je les ai ignorés et j'ai continué à avancer. Après cela, j'ai réussi à atteindre la salle principale sans encombre. Moins de 30 minutes s'étaient écoulées. Il semblait y avoir des pièges, mais ils étaient tous désactivés. Peut-être pour permettre aux golems de bois d'agir, et je ne savais donc pas lesquels. Au fond de la grande salle, Zen m'attendait. Mia était également sur le trône, mais elle était encore inconsciente. Environ un tiers de son endurance avait récupéré, mais ses PM étaient à nouveau épuisés. Je ne pensais pas que tu arriverais jusqu'ici si vite. Ah bon? Zen parut surpris, mais je haussai simplement les épaules. Essayant de le maintenir sur ses gardes, j'avançais très lentement tout en parlant. Je suppose qu'il est impossible que tu me rendes Mia sans combattre? Rikena Zen. Non, certainement pas. En vainquant le golem de fer, tu as prouvé que tu étais qualifié. Il poursuivit son monologue. Cependant, tu n'as pas le titre requis pour me combattre. Je vais devoir te faire affronter un ennemi redoutable et invincible afin que tu puisses obtenir le titre de héros. En récompense, je t'accorde cette épée sacrée, Gyalarhorn. Zen tenait l'épée dans ses mains, toujours dans son fourreau. Le fourreau avait la forme d'un cône long et étroit. L'affichage de Lara indiquait également son nom, Gyalarhorn, ce devait donc être l'authentique. J'avais déjà entendu parler de cette épée par Zena. Si je me souvenais bien, le roi fondateur du royaume de Shiga l'avait fabriquée. Bien que ses statistiques ne soient pas très élevées comparées à celles des épées sacrées que je possédais déjà, elle était assurément bien supérieure à n'importe quelle épée ordinaire. Mais je me demandais comment il avait pu mettre la main sur un tel trésor national. Alors, est-ce censé me motiver? Bien sûr, si tu rends cette épée perdue, Gyalarhorn, à son royaume, tu auras toute la gloire que tu peux désirer.
Tu pourrais même devenir noble, si tu le souhaitais. Ces mots seuls donnaient l'impression qu'il cherchait simplement à exciter ma cupidité, mais il cracha la seconde partie de sa déclaration avec un tel mépris que le mot noble ressemblait davantage à chien immonde. Pourtant, je n'arrivais pas à comprendre ses véritables motivations. Voulait-il vraiment être tué, comme je l'avais déduit avant qu'il ne me transporte de force hors du berceau? Voici tes adversaires. Après que Zen eut parlé, son ombre s'étendit jusqu'au centre de la pièce. Puis, 3 golems de fer apparurent de l'intérieur. Contrairement aux golems que j'avais vus jusqu'alors, ils n'avaient aucune inscription sur le front. Ils se trouvaient donc probablement dans un endroit difficile à trouver. De plus, 7 beautés, cachées dans l'ombre des piliers, se rangèrent derrière les golems. Parmi eux, j'ai vu les 2 qui avaient fui plus tôt, numéro 5 et numéro 6. Ils avaient tous le même visage, mais leurs cheveux étaient suffisamment différents pour que je puisse les distinguer. Comme ils étaient 7, j'ai pensé que numéro 7, que j'avais laissé dans la zone des chevaliers gardiens, était peut-être là aussi, mais une femme nommée numéro 8 était là à sa place. Contrairement aux autres filles, sa poitrine était plutôt désolée. Cependant, dans ta position actuelle, tu seras sûrement tué par ces redoutables ennemis et tu n'atteindras le titre de héros que au-delà de la mort. Du point de vue de Zen, j'étais niveau 10. Il supposait sans doute que je ne pourrais pas vaincre 3 golems de niveau 30. Zen étendit les bras et s'adressa aux cieux. Par conséquent, je vous accorde à tout la bénédiction des dieux, limite Bréac. Une aura violette irradiait du corps de Zen, enveloppant les golems, les femmes et même moi. À en juger par ses paroles, il devait s'agir d'une sorte de magie de renforcement, mais je préférais ne recevoir aucune charité de quelqu'un qui était clairement mon ennemi. Comme si elle percevait mes sentiments, la lumière violette autour de moi s'estompa. Mon journal m'informa que j'avais résisté aux effets de limite Bréac. Je n'avais acquis aucune compétence au passage, ce qui me fit me demander s'il s'agissait d'une des compétences uniques de Zen. Maintenant, je me réjouis d'un excellent combat à mort. Sur ces mots, Zen posa ses mains sur le pupitre, tel un berceau, et commença à le manipuler du bout des doigts. L'instant d'après, un mur s'éleva entre la zone du trône et le reste de la pièce. En consultant la carte, je vis qu'en plus du mur, la plateforme du trône s'était élevée pour devenir une zone d'observation. Une flèche magique me frappa la tête comme pour me punir d'avoir été distrait par la carte, mais je l'esquivai en inclinant la tête. Puis je zigzaguai pour éviter les flèches qui suivirent. Était-ce vraiment nécessaire? En regardant dans la direction d'où elles venaient, je vis les femmes qui les avaient tirées me fusiller du regard avec une colère démoniaque. Mais ce n'était pas la seule chose étrange chez elles. Pourquoi donc versaient-elles des larmes rouges? Et pourquoi, au lieu de l'étrange style de parole que j'avais déjà vu, hurlaient-elles comme des animaux blessés? Peut-être que ce sort avait littéralement brisé leurs limites? Si l'on sacrifiait la sécurité de son corps pour gagner en puissance, on serait détruit de toute façon, alors à quoi bon? Ces femmes n'étaient-elles que des outils pour Zen? Pendant que j'étais absorbé par ces pensées inutiles, les golems et les femmes avaient commencé à bouger. Ils étaient bien plus rapides que ceux que j'avais affrontés dans la zone du chevalier gardien. En les observant de plus près, j'ai vu des anneaux magiques lumineux tourbillonner autour de leurs bras et de leurs jambes. C'était probablement un indicateur visuel du sort, briser la limite, de Zen. Les golems avaient également les mêmes anneaux lumineux autour de leurs membres. Cependant, l'augmentation de puissance ne devait pas avoir atteint leur système de contrôle, car leurs mouvements étaient très maladroits. Ils étaient si déséquilibrés qu'on aurait dit qu'ils pouvaient tomber à tout moment. Je me suis concentré sur le premier golem pour réduire la distance qui nous séparait. Je voulais profiter de cette occasion pour évaluer les effets de la compétence unique de Zen, mais je n'avais aucun moyen. Le golem de fer précédent, qui était du même modèle, ou la viverne que j'avais affrontée, qui était du même niveau, était peut-être comparable, mais je n'avais subi aucun dégât. Le golem a tenté de me frapper, et j'ai profité de son déséquilibre pour saisir son bras et le lancer à la manière d'un judo. C'était une manœuvre très simple. Cependant, profitant de mon inattention, les 7 femmes ont utilisé le corps géant du golem comme angle mort pour me décocher des flèches. Elles ont décoché 3 flèches magiques chacune, pour un total de 21. Les flèches ont fusé vers moi à la vitesse d'une balle, et j'ai suivi les instructions de ma compétence évasion, esquivant l'une après l'autre. À ce stade, j'étais quasiment certain que même si quelqu'un me tirait dessus à bout portant avec un pistolet automatique, je pourrais toujours l'esquiver. Mais mes adversaires s'y attendaient, et alors que je cherchais encore l'équilibre après avoir esquivé toutes les flèches, le deuxième golem chargea. Son bras se jeta sur moi dans une puissante rafale, mais je l'évitai d'un pas de côté. Prenant de la distance, je tirai des balles magiques dans la jambe du golem avec la puissance maximale du pistolet magique. 3 coups détruisirent le genou du golem, qui glissa aussitôt et s'immobilisa, creusant un sillon dans le sol. Avant l'arrivée du 3e golem,
Je sortis une courte lance du stockage par la boîte à objets et la plantai dans la jambe du deuxième golem alors qu'il tentait de ramper. Plus grand que compétence acquise, lance. J'attribuai rapidement quelques points à la nouvelle compétence, puis utilisai mes nouveaux talents avec la lance pour la lancer sur le troisième golem qui approchait. Il y eut un grand bruit de métal contre métal, et la lance disparut. Un trou s'ouvrit dans la poitrine du golem, et il revint en arrière comme frappé par un poing invisible. Il y avait un autre énorme trou dans le mur derrière. La lance que j'avais lancée avait-elle vraiment fait tout ça? C'est vraiment trop. Le deuxième golem est resté debout. J'ai attendu qu'il soit aligné avec le premier, puis j'ai sorti ma lance suivante et je l'ai lancée. Je n'avais pas besoin de confirmation pour savoir si mon attaque avait fonctionné. Du coin de l'œil, je vis le point rouge du golem disparaître de mon radar tandis que je reportais mon attention sur les autres points qui arrivaient derrière moi. 3 homoncules m'attaquaient côte à côte. Leur façon de se déplacer ensemble semblait un peu absurde, mais je voyais à leurs armes que Zen ne plaisantait pas. Celle de devant avait un grand bouclier et une rapière, la deuxième un bouge et la troisième une hache d'arme. Très probablement, celle de devant bloquerait mes attaques, tandis que les deux autres utiliseraient leurs armes plus longues pour contre-attaquer de chaque côté. Entièrement cachée derrière son bouclier géant, la première femme m'attaqua presque 2 fois plus vite que numéro 7 dans la zone du chevalier gardien. Une fois à portée, je décochai un coup de pied dans son bouclier légèrement incliné. Elle perdit l'équilibre et s'écroula sur le dos, et comme prévu, les deux autres femmes la contournèrent et m'attaquèrent de gauche à droite. J'avais prévu d'assommer d'abord la femme au bouclier, mais les deux autres l'ont soutenue plus vite que prévu. La femme à la hache d'arme s'est jetée sur moi en hurlant, mais j'ai projeté son arme loin de moi et sur le bouge qui approchait de l'autre côté, annulant les deux attaques. Ensuite, j'ai tiré sur la hache d'arme et j'ai donné un coup de genou à la femme qui la tenait, tirée vers moi, l'assommant. La force avait dû être trop forte, car j'ai entendu ses os craquer sous l'impact. Il fallait que je sois plus prudent, sinon je risquais de blesser gravement l'un d'eux. J'ai saisi la hache d'arme des mains de la femme inconsciente et j'ai frappé la femme au menton avec le manche alors qu'elle essayait de changer de position, la faisant tomber. Pour l'empêcher de se relever aussitôt, je l'ai légèrement frappée avec la crosse de la hache d'arme, la faisant perdre connaissance. Il n'en restait plus que 5. Les 4 qui s'étaient cachés derrière les débris du golem s'approchaient de moi. La femme au grand bouclier était debout, alors j'ai décidé de m'en occuper en premier. J'ai abattu son bouclier avec la hache d'arme, détruisant à nouveau sa posture. Eh bien, ce plan a échoué. J'ai dû mettre trop de force dans l'attaque tranchante avec le marteau d'arme, car il a tranché le haut du bouclier, malgré l'acier des deux. Elle m'a attaqué avec une épée courte derrière les restes du bouclier, alors j'ai rapidement esquivé. Les armes à long manche seraient peut-être trop difficiles à utiliser à si courte distance. J'ai repoussé l'attaque de la femme au bouclier, me concentrant plutôt sur les 4 femmes qui arrivaient derrière elle. Je ne les voyais pas, alors je me suis fié aux points lumineux de mon radar pour suivre leurs mouvements. Juste à ce moment-là, l'une des femmes a surgi de derrière la femme au bouclier, dans une pose digne d'un jeu de combat, et a balancé un marteau de guerre vers moi. Comme je me fiais au radar bidimensionnel, je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne d'en haut, ma réaction fut donc un peu lente. Du coup, ma défense fut troublée après ma parade à la hache d'arme, et une femme armée d'une épée à 2 mains contourna celle au bouclier pour m'attaquer. Cette histoire de « visages identiques » devenait vraiment confuse. Le fait qu'elles aient toutes des armes différentes était mon seul salut. Levant l'épée à 2 mains, la femme la lança latéralement vers moi. À ce rythme, mon torse allait recevoir un coup direct de la lame géante. Enfin, si j'étais normal, bien sûr. J'enfonçais mes orteils dans le sol suffisamment pour y faire un trou, puis je levais le pied avec force, projetant du parquet pour me couvrir. Ce n'était censé être qu'une diversion, mais la zone d'effet de mon coup fut étonnamment puissante, et la femme fut projetée dans les airs avec la poussière. Était-ce l'équivalent, dans un monde parallèle, de renverser des tatamis? Mais je n'eus pas le temps de m'attarder sur de telles pensées superflues, car l'attaque suivante était déjà en route. La femme à la courte lance glissa sous les pieds de celle au bouclier, elle aussi légèrement projetée en l'air, et me frappa d'en bas. Ma posture était trop déséquilibrée pour l'esquiver normalement. Je me propulsais dans les airs avec la seule force d'une cheville. Ce ne fut pas suffisant, mais je compensais en saisissant l'épaule de la femme au bouclier et en me hissant plus haut. Une fois en l'air, la beauté au marteau de guerre fonça sur moi d'un autre coup puissant. J'utilisais mon adhérence à l'épaule de l'autre femme pour me retourner dans les airs, évitant l'attaque de justesse. En atterrissant au plafond, la femme au cimeterre décocha une flèche magique. Ça devient un peu trop mouvementé. Je donnai un coup de pied au plafond et évita le projectile, atterris sur mes 2 mains et, dans un mouvement classique de breakdance, balançai mes pieds et assommai les femmes qui utilisaient le marteau de guerre et la lance courte. La femme au grand bouclier para mon attaque et roula au sol.
Les adversaires à haute défense étaient une vraie plaie. Il n'en restait plus que 3. La belle à l'épée à 2 mains se releva en rampant, me lança un regard noir et poussa un cri. Le liquide rouge coulait maintenant de ses oreilles et de son nez, ainsi que de ses yeux rougis. Cela ne pouvait pas être bon pour son corps. Sa jauge d'endurance avait déjà diminué de près de moitié. Un cercle magique apparut sur son front, luisant d'une lueur violette suspecte, puis commença à s'agrandir. Il s'éleva jusqu'à atteindre le diamètre d'un ballon de basket et créa un nombre absurde de flèches magiques, 5 fois plus qu'avant. Sa jauge de PM était à 0, mais pour une raison inconnue, les flèches ne s'épuisaient pas. Cela lui causait cependant une tension considérable. Je voyais des vaisseaux sanguins jaillir jusqu'au bout de ses doigts tandis qu'elle tendait le bras vers moi. Je me baissais à gauche, puis à droite, pour esquiver la première flèche et enfonçais mes doigts dans la jambe du deuxième golem, la soulevant pour m'en servir de bouclier. Parant le flot incessant de flèches, je me dirigeais vers la femme armée de l'épée à 2 mains. Juste avant que mon bouclier golem improvisé ne la percute, la femme dansa dans les airs et abattit sa lame vers moi. Je relâchai aussitôt ma jambe et déplaçai la hache d'ast dans mon autre main pour dévier l'épée. J'ai un mauvais pressentiment. C'était peut-être dû à ma compétence, arme d'ast, ou à une autre. Quoi qu'il en soit, grâce à cette prémonition, j'ai pu éviter d'être la victime de l'épée à 2 mains, même si ma hache n'eut pas cette chance. Plus grand que compétence acquise, sentir le danger, l'arme d'ast se fendit en 2, mais je l'esquivai en arrière, un morceau dans chaque main. La femme au grand bouclier était revenue en tête des rangs et se rapprochait. Je l'avais bien remarqué, mais je supposais qu'elle allait attaquer avec sa rapière. Je n'ai donc pas réussi à m'échapper lorsqu'elle m'a attaqué avec un coup de bouclier. J'ai été projeté en l'air comme percuté par un camion, et l'épéiste m'a suivi de près avec une attaque tranchante et fulgurante. En prime, la femme au cimeterre m'a attaqué de côté, utilisant une technique étrange où elle tournoyait comme une toupie. Normalement, je n'aurais eu aucun moyen d'éviter tout cela, mais si j'abandonnais maintenant, j'étais fichu. Avec ma position actuelle et mes attaques potentielles, je pouvais imaginer plusieurs façons d'immobiliser les beautés sans les tuer. Si j'ai pu envisager tout cela en un instant, c'était probablement grâce à mon INT incroyablement élevé. J'utilisais les moitiés brisées de la hache d'arme de chaque main pour frapper l'épée à 2 mains, détruisant nos 2 armes, puis j'utilisais les fragments pour pulvériser le sol sous les pieds de la magneuse de cimeterre. Plus grand que compétence acquise, destruction d'armes, la femme au cimeterre tomba au sol comme une toupie déséquilibrée. L'épéiste m'attaqua avec les restes de son épée à 2 mains, alors je parais avec le manche brisé de l'autre main. Puis, profitant de l'élan de ma parade, je lançai un coup de pied circulaire, assommant la magneuse d'épée à 2 mains. Plus que 2, ignorant pour l'instant la beauté déchue armée du cimeterre, je reportai mon attention sur celle au grand bouclier. Ses capillaires semblaient également en mauvais état, sa peau et ses vêtements étant d'un rouge vif. Pire encore, sa jauge d'endurance était bien trop basse. Si je la frappais, elle aurait pu s'évanouir avant même que je ne lui porte un coup. Je n'avais pas le choix. J'ai jeté le manche de ma main gauche et me suis concentré sur la rapière de l'adversaire. Je suis resté immobile tandis qu'elle s'approchait, visant la dernière seconde avant d'attraper la lame avec 2 doigts, ma force incroyablement élevée me permettant de lui arracher facilement l'arme des mains. Plus grand que compétence acquise, attrape épée. La femme était encore sous le choc d'avoir perdu son épée lorsque j'ai posé une main sur son bouclier, créant de force une distance entre le bouclier et son corps. Elle a déplacé son bras libre pour bloquer mon attaque, mais il était trop tard. Un léger coup de poing a suffi à la rendre inconsciente. Je me suis retourné pour vaincre la femme au cimeterre, mais elle s'était apparemment déjà autodétruite et évanouie en tombant. Confirmant la fin du combat, un couloir s'est ouvert vers la plateforme du trône. J'avais peur que la vie des femmes soit en danger si je les laissais comme ça, alors j'ai utilisé toutes les potions d'endurance que j'avais trouvées dans la zone du chevalier gardien pour soigner leurs blessures. J'aurais voulu en sauver au moins une au cas où Mia en aurait besoin, mais j'aurais été terriblement déçu si l'une des femmes était morte à cause de ma retenue, alors j'ai tout dépensé. Bien sûr, ce serait du gâchis de laisser mourir une femme aussi belle et plantureuse, mais surtout, j'ai ressenti de la compassion pour la façon dont leur patron les avait utilisées. En entrant dans le couloir, j'ai attribué mon titre à celui que Zen désirait. Les applaudissements de Zen ont résonné dans la salle. Magnifiquement fait. Bienvenue, nouveau héros. Il a manipulé une ombre pour porter l'épée sacrée Gyalarhorn jusqu'à moi. Tu cherchais un héros? En effet. Alors pourquoi n'as-tu pas simplement rejoint l'Empire des Sagas au lieu de te donner tant de mal? Ai-je demandé d'une voix rauque. La vue des femmes ensanglantées m'avait choqué plus que je ne l'avais imaginé, mon cœur semblait s'emballer. Le héros de Parion? Quand je suis arrivé, il avait déjà été renvoyé chez lui. N'y en aura-t-il pas un autre? C'est déjà la saison? Quel mauvais timing. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Même si je t'expliquais, tu ne comprendrais pas. Il ne semblait pas avoir l'intention de me répondre directement.
J'essayais de calmer mon cœur et mon esprit tandis que nous poursuivions l'échange. Eh bien, sorcier? Ou devrais-je t'appeler roi mort-vivant? Veux-tu vraiment mourir? La réponse est à la fois oui et non. Je ne cherche pas d'énigme zen ici. En entendant ma réponse, Zen rit comme quelqu'un qui a perdu la tête. Dans l'ombre de sa capuche, les deux flammes violettes vacillaient follement. Bah, eh bien, c'est vrai? Je vois maintenant. Tu n'es pas le descendant d'un héros, mais un visiteur du pays des dieux. Je ne connais aucun endroit pareil. Attendez, j'ai l'impression que le Japon s'appelait comme ça avant ou pendant la guerre. Inutile d'essayer de me tromper. Qu'as-tu demandé au Dieu impitoyable? Qu'as-tu souhaité? Qu'as-tu désiré? Je n'ai rien demandé, parce que je ne l'avais jamais rencontré. Si je devais choisir quelque chose, je préférerais des vacances. J'ai passé beaucoup de temps à le souhaiter. C'est très égoïste. Certainement le plus digne d'un héros. Qu'as-tu souhaité, alors? Et aussi, si tu t'es réincarné, pourquoi ton espèce n'est-elle pas humaine? Tu le sais sûrement? Tu ne le vois pas en ce moment même? Je suis le roi de la nuit, mort-vivant, immortel. J'ai prié le Dieu Tout-Puissant pour un corps qui ne mourrait pas, une vie sans fin et le pouvoir de riposter à la violence gratuite. C'est donc pour ça que tu es né dans un tel corps. Les bras toujours grands ouverts, Zen cessa son rire bruyant et secoua lentement la tête. Tu en présumes trop. Non, le Dieu m'a permis de renaître en pleine santé. Sous sa protection, j'ai été élevé par des parents bons et respectables, et j'étais même destiné à rencontrer une épouse belle et courageuse dont je ne méritais absolument pas la vie. Alors pourquoi? Je me suis trop habitué à ma nouvelle vie. Malgré le fait que ma vie précédente m'ait été volée si violemment, j'étais convaincu que cette fois-ci serait différente. Zen retira sa capuche. Les deux flammes violettes brûlèrent dans ses orbites creuses, illuminant son visage squelettique. J'ai été emprisonné par un noble qui s'était épris de ma femme et exécuté pour un crime que je n'avais pas commis. Lorsque j'ai été ressuscité sous cette forme par la bénédiction divine, la première chose que j'ai vue, ce sont les têtes de mes parents, alignées avec celles du reste de ma famille. Et en dessous, le corps de ma femme, jeté comme une poupée cassée. Il n'y avait pas une seule larme sur sa joue blanche. À la place, les flammes violettes dans ses orbites brûlaient de rage. Je n'ai pas besoin de ta pitié. J'ai ressuscité les corps de ma famille sous forme de monstres morts-vivants, ainsi que ceux de nombreux autres morts dans des circonstances similaires, et j'ai retourné mes crocs contre les nobles qui détenaient tout le pouvoir à cette époque, détruisant tout. Ils n'avaient aucune larme à verser, bien sûr. C'était un squelette, après tout. Après avoir obtenu ma vengeance, j'avais l'intention de voyager vers l'au-delà, où ma femme m'attend. Mais la bénédiction divine m'en empêche. Même les sorts de repousse mort-vivant des prêtres, même l'épée sacrée que j'ai tant travaillé à obtenir, ne peuvent me causer la mort. Cette fois, il exprima ses sentiments à voix haute. Vraiment, j'ai été maudit. Héros, en vérité, tu es fort. Assez fort pour te perdre dans ton désir de pouvoir. Mais n'oublie pas ceci, l'homme est faible. Si tu tiens à la jeune fille qui était avec toi, alors prends garde à ne pas abuser du pouvoir que les dieux t'ont donné. J'avais l'impression d'avoir reçu un conseil similaire à l'épicerie. Ce pouvoir est trop puissant pour n'importe quel humain. Ne connais pas un sort pareil. Merci pour ton conseil. Je gravais ces mots dans mon cœur. Allons, héros, j'ai tout dit. Porte le coup de grâce. Détruisez-moi avant que je ne sois transformé en seigneur démon. Ainsi parla le sorcier Zen, ou plutôt, le roi mort-vivant Zen. Je dégaina la lame de Gyalarhorn, comme possédé par sa folie. C'était une curieuse épée, dont la lame était tordue comme une perceuse. Je la brandis comme pour prier, puis la plantai dans le roi mort-vivant Zen de toutes mes forces. Ena, mon ange Liltiena. Je serai enfin de nouveau avec toi. Le corps de Zen s'émietta comme du sable. Un instant plus tard, sa robe vide tomba au sol. Tandis que la poussière retombait, j'entendis les mots « merci » résonner faiblement dans le vent. Plus grand que Titraki, tueur de rois morts-vivants plus grand que Titraki, explorateur de berceaux, Eh bien, c'était un échec. Ouais, c'est un échec, c'est sûr. Deux petites lumières violettes s'élevèrent des restes effondrés de Zen. Au revoir, héros. Tu as gagné cette fois. Je sentis une telle malédiction émaner de ces lumières que je les frappai instinctivement avec Gyalarhorn. Cependant, elles ne se dispersèrent qu'un instant avant de se reformer et de flotter vers le ciel. On se retrouve, d'accord? À plus tard. Bientôt, les deux lumières traversèrent le plafond et disparurent. Étaient-ce des anges? Ils me semblaient vraiment maléfiques. Mais je n'avais pas le temps d'y réfléchir maintenant. Parce que, ceci est un message système. La séquence d'autodestruction du berceau a été activée. Personnel et stagiaires, veuillez quitter les lieux immédiatement. Je répète, j'entendis cette annonce. Je me précipitai vers Mia. Elle était toujours inconsciente, alors je portai la potion de mana à ses lèvres. Comme je n'avais jamais utilisé cette potion auparavant, je la lui donnai un tiers à la fois. Heureusement, elle se réveilla juste avant que la bouteille ne soit vide. Mia, sais-tu qui je suis?
Grand frère? Non. Le regard trouble de Mia se remit au clair. Son endurance n'avait pas encore suffisamment récupéré, donc il n'y avait aucune conscience dans son regard. Où suis-je? La salle du trône du berceau de Trasayuya. À mes mots, Mia força son corps inerte à bouger pour chercher Zen du regard. Tout va bien. Il n'est plus là. Il ne vous embêtera plus jamais. Vraiment? Vraiment. Ce n'était pas le moment de bavarder sans réfléchir. La séquence d'autodestruction du berceau a été activée. Personnel et stagiaires, veuillez vous échapper. Je devais l'interrompre, et vite. Mia, pouvez-vous arrêter la séquence d'autodestruction? J'essaierai. Le corps de Mia était encore faible, alors je la soulevai et l'amenai au panneau de commande. Après avoir tenté plusieurs opérations, Mia secoua la tête. Impossible, on abandonne vite. J'ai compris de quoi Trasayuya se plaignait. J'ai pris la relève et j'ai moi-même essayé quelques opérations. Tout était en elfique, mais ça allait. J'ai utilisé l'interface tactile pour trouver ce que je cherchais. Voilà, j'ai vérifié les détails et j'ai claqué la langue. Ça tout? Oh, je suis désolé. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir d'ici. Zen semblait n'avoir jamais prévu de sacrifier Mia non plus. Il existait un mode de téléportation spécialement pour elle. Cependant, toutes les autres fonctionnalités étaient verrouillées. En restant près de Mia, je pourrais probablement être transporté avec elle, mais je ne pourrais même pas sauver les femmes sous cette plateforme, sans parler de numéro 7, qui était toujours dans la zone du chevalier gardien. Je me suis donné tant de mal pour les maintenir en vie auparavant, alors ce serait vraiment dommage de les laisser mourir maintenant. Il semblait que je pouvais modifier le minuteur du mode de téléportation, alors je l'ai reculé d'1 minute, puis j'ai porté Mia en bas des escaliers. J'ai ajusté le compte à rebours dans mon menu en conséquence. Cette fonctionnalité pratique était probablement destinée à chronométrer le moment de relancer les bonus magiques de soutien. C'était une fonctionnalité simple, mais elle avait reçu beaucoup de soutien de la part des joueurs du dernier jeu sur lequel j'avais travaillé. Mia, écoute bien, après avoir rassemblé les femmes, je tendis leurs mains à Mia. Pour m'assurer qu'elle ne les lâcherait pas, je les attachai toutes avec une lanière de cuir. Il m'en reste encore une à aider. Satou, les mouvements de Mia étaient terriblement faibles, mais elle essayait désespérément de m'arrêter. Gardant un œil sur le compte à rebours, je lui tapotai la tête. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas mourir. 15 secondes restantes. Promis, 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 d'accord? Tu dois me protéger. Tu dois le faire. Mia força ses lèvres tremblantes à formuler les mots aussi vite qu'elle le pouvait. 3 secondes restantes. Oui, je le ferai. J'en sortirai vivante. J'adressai un signe de tête rassurant à Mia tandis qu'elle disparaissait, emportée par le système de téléportation. Je n'avais aucune envie de me suicider. Alors, j'en sortirai vivant. L'épée sacrée Gyalarorn en main, je bondis dans la grande salle. La fuite de Mia fut probablement le déclencheur. Dès qu'elle et les femmes furent téléportées, le système d'autodestruction du berceau se mit en marche. Les murs et le lierre qui composaient les couloirs étaient devenus cassants et blancs. Heureusement, ma compétence « détection de pièges » m'a alerté de toute zone susceptible de s'effondrer sous mes pieds, ce qui m'a permis de les éviter facilement en courant dans le couloir. Alors que je dévalais le premier grand escalier, le plafond commença à s'écailler et à s'effriter. Un gros morceau commença à tomber sur mon passage, mais je lui donnai un coup de pied pour l'écarter. Burk, c'est salé. Ce truc blanc est-il du sel? J'en recrachai un morceau qui m'était tombé dans la bouche. Ce n'était pas très classe, mais de toute façon, personne n'était là pour le voir. Prendre l'escalier aurait normalement pris trop de temps. J'ai sauté le long de l'épais pilier qui soutenait l'escalier en colimaçon. Normalement, je n'aurais pas pu faire ça, mais ma compétence « résistance à la peur » maîtrisa mon cœur lâche. À mi-chemin, j'enfonçai l'épée sacrée dans le pilier pour ralentir ma descente. L'épée remplit sa fonction sans se briser, si bien que mon raccourci pour contourner les 8 derniers étages fut un succès. Je me précipitai vers le trou géant dans le mur extérieur, marchant jusqu'au bord. À ce stade, je dus admettre que j'éprouvais une légère hésitation. J'ai pris une profonde inspiration, refoulant la peur. Ce n'était pas facile, même avec l'aide de ma compétence « résistance à la peur ». J'ai raffermi ma détermination et j'ai avancé. Je faisais juste un saut, comme la fois précédente. Si quelqu'un m'avait observé de l'extérieur, j'aurais cru que je sautais vers la mort, mais c'était en fait un geste calculé. J'ai utilisé les fissures et les bosses de l'écorce comme point d'appui, fonçant vers le bas. Si je tombais trop loin du tronc, j'étais conscient que je tomberais tête la première, mais inutile de m'en inquiéter. La différence d'échelle suffisait à dissiper ma peur. Les bosses et les fissures étaient de la même taille que sur une falaise ou une paroi rocheuse. Même un peu éloigné, je ne descendais pas de plus de 100 mètres avant de trouver une autre protubérance à laquelle m'accrocher. Normalement, la hauteur seule aurait été trop élevée pour moi, mais j'avais déjà vécu une altitude similaire avant d'arriver à Serious City, alors ça allait. Éprouvant des sensations fortes comparables à celles du parachutisme ou des montagnes russes,
Je suis descendu jusqu'à la zone des chevaliers gardiens, au 100e étage. Sérieux? Comme je descendais presque à la même vitesse qu'en chute libre, j'aurais dû avoir largement le temps avant que le sel blanc et friable n'engloutisse toute la zone, mais... Les racines se sont effondrées? Je ne l'avais pas remarqué en descendant, mais maintenant je sentais les secousses lorsque les racines de l'arbre géant se sont effondrées et se sont enfoncées dans le sol. La dissolution en sel avait dû commencer là aussi. À ce rythme, je ne pourrais peut-être pas emprunter l'itinéraire prévu. Mais bon, ça finirait probablement par s'arranger. Avec une épée sacrée, j'ai ouvert une ouverture dans le mur extérieur de la zone des chevaliers gardiens. Cette fois, au lieu de Gjallarhorn, j'utilisais Excalibur. Je les avais échangés car la forme étrange de Gjallarhorn était peu adaptée à la découpe. La lame divine que j'avais utilisée pour vaincre le démon infernal majeur était puissante, mais Excalibur n'était pas en reste non plus. Elle était terriblement tranchante. Je transperçais le mur extérieur sans résistance et pénétrais dans la zone du chevalier gardien. Numéro 7 était toujours inconsciente, alors je la jetai sur mon épaule comme un sac de pommes de terre et me mis à courir. Cependant, ma destination n'était pas en bas. « Tu es là, La dryade numéro 2 répondit paresseusement à mon appel. Sa voix était calme, ne laissant aucune trace de peur de mourir lorsque l'arbre s'effondra. « Peux-tu nous faire sortir de cet arbre ? » « Non, répondit-elle d'une voix douce. C'était bon, je me suis dit que c'était peut-être le cas. Mais si tu me donnes plus de magie et de graines pour le catalyseur, je pourrais t'envoyer faire un détour jusqu'aux vieux arbres du bassin. Mais le sourire de dryade numéro 2 m'a fait comprendre que mon autre plan n'était peut-être pas nécessaire. J'avais beaucoup de magie, mais qu'en est-il des graines ? N'importe quelle graine ferait l'affaire. Oui, j'en ai juste besoin pour me lier de force à la connexion interrompue, donc n'importe quelle graine convient, du moment que c'est une plante. J'aurais dû prendre quelques fruits que j'avais vus en montant. Il n'y en avait pas dans la zone du chevalier gardien, mais j'en trouverais probablement en montant d'un étage. Attends, j'ai quelque chose qui devrait fonctionner. Si c'est suffisant pour la graine, fais-le. Dis donc, ça devrait aller, mais j'ai besoin de 3 fois la magie que tu m'as donnée, tu sais. Ne viens pas me pleurer si tu te ratatines. 3 fois cette quantité, cela représenterait environ 1,000 PM. J'avais déjà récupéré toute la magie d'avant, donc un tiers de ma quantité totale devrait suffire. C'est bon, je compte sur toi. D'accord. Je sortis le mouchoir rempli de noix et de baies du stockage et le tendis à dryade numéro 2. C'étaient les cadeaux que j'avais reçus de ces jeunes hommes bêtes. Dryade numéro 2 mâcha les noix et les engloutit, puis tendit les mains vers moi. Dès qu'elle posa ses lèvres sur les miennes, elle commença à aspirer ma magie avec acharnement. Tandis que ma magie se consumait, je ressentis un frisson semblable à celui d'une perte de sang. C'était une sensation similaire à celle que j'avais ressentie lorsque j'avais utilisé pluie de météores. Avec un claquement humide, dryade numéro 2 éloigna son visage du mien. Et même d'accord, je suis connecté. L'air satisfait, la dryade me prit la main et me conduisit dans le cercle des fées. Bon, on y va. À son mot d'ordre, le visage rayonnant, un cercle de spores vertes scintillantes s'éleva pour créer un portail. Après une légère sensation d'inconfort, nous fûmes téléportés dans un creux à l'intérieur d'un arbre millénaire. Merci de nous avoir sauvés, dryade. Pas de problème, répondit aimablement dryade numéro 2. J'ai aussi tiré beaucoup de magie de ça. Elle ricana légèrement, puis me lança un regard perplexe. Au fait, tu ne vas pas courir ? Courir ? Pourquoi ? Je ne pus répondre le reste de ma question. Regardant dans la direction indiquée par la dryade numéro 2, je sentis le sang me quitter le visage. Pour être honnête, j'étais plus terrifié que lorsque j'avais affronté le démon de l'enfer ou plongé de l'arbre sans bouée de sauvetage. Je hissai numéro 7 sur mes épaules, puis tendis l'autre main vers la dryade numéro 2. Ça ira. Tant qu'il y aura une forêt, je ne mourrai jamais. Elle secoua légèrement la tête, alors je la crus et me mis à courir, portant numéro 7. Dans un grondement sourd comme un orage, une vague de sel s'abattit sur nous. Si on se laissait emporter, on m'aurait étouffé. Ou peut-être qu'on serait écrasé avant. Fort de mon expérience passée coincée dans l'ombre, j'avais le sentiment que je ne mourrais probablement pas, mais je ne voulais toujours pas être enseveli vivant sous le sel et passer des années à souffrir comme un poisson séché. Écartant les branches mortes, je soulevais de la terre en courant à travers le bassin. Plus grand que compétence acquise, course hors route, mon champ de vision tremblant était stressant, mais j'ai réussi à ajouter des points de compétence à la nouvelle compétence course hors route, ainsi qu'à ma compétence transport, acquise précédemment et à les activer toutes les deux. Courir est soudain devenu beaucoup plus facile. En observant la végétation et les reliefs du sol, je semblais capable de distinguer les chemins à prendre et ceux à éviter. Cela a indéniablement augmenté ma vitesse, mais je n'avançais toujours qu'à la vitesse d'une voiture, au mieux. Les vagues blanches dévastatrices derrière moi se rapprochaient toujours à chaque pas, rugissant sans cesse. Zut,
elles allaient me rattraper d'une seconde à l'autre. Réfléchir. Il fallait que je réfléchisse. À quoi servait cette statistique d'INT inutilement élevée? Je n'avais aucune compétence active pour neutraliser cette situation. Étais-je capable d'apprendre une nouvelle compétence? J'utilisais déjà ma compétence, sprint, pour courir plus vite. Alors, qu'y avait-il d'autre? L'air empestait le sel. Il n'y avait plus de temps. J'ai vu un éclair de lumière devant moi. De l'eau? Un étang ou un marais? L'un ou l'autre me convient. Ne nous attardons pas sur des détails inutiles. Que puis-je faire pour arrêter un raz-de-marée? Un brise-lames. C'est ça, un mur. Un mur? Devrais-je sortir les décombres que j'ai dans le stockage? Non, ils seraient emportés par le courant et rendraient la situation encore plus dangereuse. Telle une bombe volcanique, un énorme morceau de sel a surgi au-dessus de ma tête, interrompant mes pensées et soulevant une colonne d'eau avant de retomber dans l'étang devant moi. Quelque chose à propos de cette vision s'est gravé dans mon esprit. Quoi? Les visages en larmes de Pochi et Tama ont flotté dans mes pensées. Quel est ce souvenir? La marmite est maudite. À l'aide, monsieur. L'homme à la marmite est en colère, monsieur. Ce n'était pas le moment de laisser ma vie défiler devant mes yeux. Tandis que l'eau légèrement salée m'aspergeait désagréablement, je concentrais toute mon énergie à avancer. Si j'avais de la magie de la terre au lieu de l'inutile magie du feu comme mon sortir de feu, je pourrais construire un mur maintenant. Inutile? Non, attendez, ce n'était pas inutile du tout. Le souvenir de ce moment avec Pochi et Tama me donna une idée. J'ouvris la carte dans une petite fenêtre pour ne pas me bloquer la vue, et je vérifiai ma direction. Parfait, ça marcherait. Décalant légèrement ma trajectoire, je courus plus fort que jamais. La semelle de mes bottes se déchira, incapable de résister à ma force de course. Je ressentis une douleur lancinante sous la plante des pieds. Quelques secondes avant d'arriver à mon but, j'ouvris le menu et me préparai. Bon, il est temps de franchir ce brise-lames. J'utilisais le menu mentalement pour utiliser la magie. Bien sûr, il ne me restait plus qu'à sélectionner tir de feu. Une énorme boule de feu traversa les airs, projetant des étincelles de chaleur intense. Dès l'impact, une immense colonne d'eau jaillit avec fracas, emportant toute la chaleur dégagée par le feu. Bien sûr, ce n'était pas qu'un seul coup. J'ai enchaîné avec un deuxième, puis un troisième, dissolvant la colonne d'eau en vapeur. Le volume de l'eau se multiplie par 1000 lorsqu'elle se vaporise. C'est Arisa qui avait dit ça, non? J'ai tiré un dernier coup, vaporisant ce qui restait d'eau de la colonne et propulsant l'amas de vapeur vers l'avant. L'énorme raz-de-marée de sel s'est écrasé sur le mur de vapeur en expansion explosive et s'est arrêté. Mais il ne s'est arrêté qu'un instant. La masse était tout simplement trop différente. Des renforts blancs sont arrivés et ont percé le mur de vapeur, créant une nouvelle crête de vagues. D'autres vagues de sel s'étaient abattues à gauche et à droite du mur de vapeur, et elles s'abattaient sur moi de chaque côté, prêtes à m'engloutir. La plupart des gens n'auraient vu là qu'une situation désespérée. J'étais sûr que si numéro 7 avait été consciente sur mon épaule, elle aussi aurait hurlé sans arrêt. Mais j'ose dire que j'étais content que tout cela soit hypothétique. Ce petit instant que j'avais créé était tout ce dont j'avais besoin. En cette fraction de seconde, j'ai eu l'occasion de mettre en œuvre la deuxième partie de mon plan. Devant mes yeux se trouvait ce qui semblait être une plaine herbeuse à première vue, mais qui était en réalité un marécage. J'ai avancé d'un pied avant que l'autre ne s'enfonce dans le sol marécageux. Ainsi, j'ai effleuré la surface, courant comme un personnage de manga. Arrivé à une zone suffisamment arrosée, il était temps de passer à l'étape suivante. Avec une vitesse qui menaçait de me faire fondre le cerveau, j'ai décoché une salve de tir de feu avec mon menu magique. Mes compétences, calcul, et magie du feu, m'ont indiqué précisément où viser. Cette nouvelle et épaisse lame de vapeur a étouffé la vague de sel, et j'ai pu atteindre sans encombre les contreforts qui entouraient le bassin. Plus grand que compétence acquise, marche sur l'eau, plus grand que titre acquis. Survivant, titre acquis. Pyromancien, titre acquis. Maître des flammes infernales, titre acquis. Conquérant du désespoir après avoir gravi la montagne, j'ai posé numéro 7 sur un sol qui semblait meuble. D'après la carte, cette zone était la frontière entre le berceau et l'émirat du Ragri. Mia et les femmes qui avaient été téléportées avec elle se trouvaient au sommet d'une montagne de l'autre côté du bassin. Elles semblaient toutes saines et sauves. J'avais voulu rentrer au plus vite pour m'assurer que tout le monde était sain et sauf, mais j'ai vu que le gérant du magasin et mes enfants étaient chez Mia. Quand sont-ils arrivés? Si seulement j'avais un téléphone portable, je pourrais leur faire savoir que j'étais sain et sauf, mais il ne servait à rien de me lamenter sur quelque chose que je n'avais pas. Je me suis dit que je pourrais voir s'il y avait quelque chose avec une fonction similaire dans l'ancienne capitale ou à Labyrinth City. Comme il n'y avait plus besoin de se presser, je me suis posté au bord de la falaise et j'ai observé les derniers instants du berceau de Trazayuya. Apparemment, l'extrémité de cette falaise qui s'avançait dans le bassin se trouvait dans la zone du berceau. J'ai vu la cime de l'arbre géant s'enfoncer dans la brume de sel.
La colonne de sel m'a semblé être une pierre tombale du zen. Alors que la colonne se stabilisait presque, j'ai vu les derniers monstres de ma carte disparaître de la liste. Au même moment, mon journal s'est rempli à une vitesse vertigineuse. C'était la première fois depuis la vallée des dragons. En utilisant la barre de défilement pour revenir en arrière, j'ai vu la ligne a vaincu tous les ennemis de la carte, juste avant la longue liste du butin acquis. Comme je l'avais deviné dans le labyrinthe, il semblait que ce soit la condition pour la récupération automatique du butin. Cette fois, aucune mention de « source » n'était mentionnée. J'ai placé tout le nouveau butin dans un dossier intitulé Berceau de Trasayuya pour le moment. Je pourrais tout trier plus tard. De toute façon, il ne s'agissait pour l'essentiel que de cadavres de monstres et d'équipements brisés. Il y avait aussi un grand nombre de livres de magie zen et d'autres écrits de la région de Trasayuya. Sous la brume de sel blanc, je sentis les tremblements du tronc et des branches de l'arbre géant s'effondrer. Après un bref instant de silence, je me détournai.